Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, le réseau Via Télévision, les Indés Radio, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. 3 parties dans cette émission. Dans un instant, le JT des territoires. Nous serons d'ailleurs en direct de Roche-la-Molière avec le maire Éric Berlivet dans le cours de ce journal. Puis Territoire d'Info et l'invité politique ce matin en direct sur ce plateau, c'est Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui sera notre invité. Puis troisième partie de cette émission, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un tout petit instant. Dix jours après l'effondrement des 2 immeubles délabrés qui a fait 8 morts à Noailles, au cœur de Marseille, des milliers d'habitants en colère ont défilé hier soir jusqu'à l'hôtel de ville où la tension est montée entre manifestants et forces de l'ordre, comme vous le voyez sur ces images. Les manifestants ont décidément visé le maire de la cité phocéenne, Jean-Claude Gaudin, directement. Le maire qui, il y a quelques jours, avait pour la première fois reconnu n'avoir pas assez fait pour lutter contre l'habitat insalubre. Vous voyez sur ces images ces échauffourées qui ont eu lieu à Marseille. On ouvre à présent ce journal, une page consacrée aux manifestations du 17 novembre. Le Premier ministre et le Président de la République ont essayé hier de désamorcer la crise, dite des gilets jaunes. Un certain nombre de mesures ont été annoncées. Pour autant, vous allez l'entendre, la colère ne retombe pas. Un reportage de Via Occitanie. C'est hallucinant, c'est n'importe quoi. Si j'ai bien compris, il veut rajouter 4 000 € pour que les plus modestes puissent investir dans une voiture dite écologique, qu'elles ne sont pas d'ailleurs, on va préciser. À part que il faudrait qu'ils sortent à peu près 15 000 €, c'est plus modeste. Ils les prennent où? Il faut un crédit? Qui va leur faire un crédit? À l'heure où les banques, elles font plus de crédit justement parce que pour elles, les gens ne sont plus solvables. Donc je veux dire, il faut arrêter. Et puis en plus, qui va donner encore ces 4 000 €? Les classes dites moyennes? Avec quoi on les donne? On n'a plus d'argent. Elles ne sont même pas écologiques. Avec quoi on donne? Donc je veux dire, toutes ces annonces faites dans la va-vite, c'est n'importe quoi. Et puis pourquoi mettre des taxes et dire d'un autre côté je mets des taxes, et j'ai pas fait les normes moi, mais je mets des taxes, mais je rends quelque chose de l'autre côté. Ben mais pas de taxes. On n'est pas dégueu, on fait pas la manche. Nous on veut vivre de notre salaire, point barre, vivre décemment, correctement. Et à l'heure d'aujourd'hui on peut plus. Côté et des initiatives de l'autre, à Roche-la-Molière, dans la Loire, le maire vous aide à payer votre carburant chaque mois. Éric Berlivet a décidé d'offrir aux habitants une aide de 50 € à partir du 1er janvier. Mais pour en bénéficier, il y a bien sûr plusieurs conditions. Le maire sera en direct dans un instant avec nous, mais d'abord les explications de nos partenaires de TL7, Télévision Loire 7. Une aide de 50 € par mois pour faire son plein d'essence, voilà une idée qui peut en faire rêver plus d'un. Et dès le 1er janvier, ce sera la réalité de quelques rouchons. Ce matin, à Roche-la-Molière, certains se disaient prêts à tenter leur chance et d'autres étaient un peu plus méfiants. Moi apparemment, j'ai pas le permis, mais pour mon mari, oui. Oui, bien sûr, si je rentre dans les critères, bien sûr que je serai pour, parce que c'est vrai qu'on a besoin en fait. Moi je trouve que c'est un peu bizarre parce que comme là il y a un mouvement le 17 novembre, à mon avis c'est pour inciter les gens à ne pas faire le mouvement en fait. Je pense honnêtement c'est ça. Il faut habiter sur la commune depuis 6 mois. Le revenu fiscal du foyer, évidemment, si on gagne 7 000 € par mois d'un côté et le SMIC de l'autre côté, c'est plus compliqué. La distance domicile-travail, entre 14 km, 15 km et 40 km, parce qu'au-delà de 40 km, on a les dégrèvements fiscaux. Pour prétendre à cette aide financière, la liste de critères est longue. Les bénéficiaires devront justifier d'un emploi depuis plus de 3 mois, toucher entre 1 300 et 1 500 € par mois et que leur lieu de travail ne soit pas desservi par les transports en commun. Bref, tout le monde n'y aura pas le droit. Le maire de la ville souhaite par ce geste de solidarité préserver une dynamique d'emploi sur sa commune. Quand on connaît le prix d'achat d'un véhicule, l'amortissement, le frais d'entretien, le carburant,
et tout le reste, on peut se poser la question de se dire ça commence à me coûter de l'argent d'aller travailler, c'est peut-être plus intéressant de rester à la maison. Nous, on va dans cette démarche inverse, on dit on va essayer de vous donner un petit coup de pouce pour continuer à aller travailler, pour continuer à garder votre travail, aller jusqu'au bout, et c'est un soutien moral. L'aide sera apportée dès le mois de janvier à hauteur de 50 € par mois pendant 6 mois maximum. Les Rouchons ont 1 mois et demi pour se manifester en mairie et remplir un dossier. Les demandes seront alors intégrées au budget 2019 qui sera voté en fin d'année. Et le maire l'assure, le geste de solidarité ne devrait pas être synonyme de hausse des impôts. Voilà, on vient de vous voir dans le reportage. Bonjour Éric Berlivet, vous êtes le maire de Roche-Molière dans la Loire. Merci d'être avec nous en duplex et en direct dans notre émission. Alors, comment vous avez d'abord eu cette idée? Vous vous êtes levé un matin et vous êtes dit je vais faire bénéficier 50 € à mes administrés. Comment ça s'est passé? Oui. C'est pas tout à fait comme ça en fait. Vous savez que quand on est maire élu de proximité, on est au quotidien en permanence avec les habitants. Et c'est en échangeant avec plusieurs habitants qui me disaient si ça continue comme ça, je vais rester chez moi et je vais profiter des aides publiques plutôt que d'aller travailler. Et fort de ce constat, en fait, on a essayé de construire il y a plus d'1 mois et demi, 2 mois avec mes collègues élus, une solution, une idée pour pouvoir mettre en place cet accompagnement moral pour soutenir les gens qui vont travailler à une certaine distance, qui sont obligés de prendre leur voiture, où il n'y a pas de transport en commun, peut-être avec des horaires atypiques aussi certains. Et c'est vraiment cette aide morale pour continuer à les accompagner et à se dire non, je ne vais pas rester chez moi, je ne vais pas profiter des aides publiques comme mon voisin par exemple. Quand je dis profiter, c'est entre guillemets évidemment. Mais voilà, on pourrait se poser la question de ne pas faire d'efforts forcément, parce qu'à 1 200 ou 1 300 € par mois, quand on a le véhicule, l'amortissement du véhicule, l'assurance, etc. à payer, on peut commencer à se poser la question de se dire ça commence à me coûter cher d'aller travailler. Berlivet, maire de Roche-la-Molière, c'est combien d'administrés et qui va exactement en bénéficier? Quels sont les critères que vous avez retenus en fait pour faire bénéficier de ce chèque de 50 €? Oui, alors en fait on est sur une commune de 10 000 habitants et les critères sont très simples. Il faut gagner 1 300 € par mois pour un temps plein. Il ne faut pas avoir de transport en commun. Évidemment, il faut regarder le revenu fiscal du foyer. Et puis, la construction globale, c'est faite comme ça. Donc les critères, on va concrètement au centre d'action sociale de la commune pour remplir ces critères-là. Et à partir du 1er janvier, on ouvrira les droits pour 6 mois pour ce coup de pouce. Alors, on ne sait pas précisément combien de personnes pourront en bénéficier. C'est pour ça qu'on fait ça à l'avance pendant 1 mois et demi pour pouvoir comptabiliser tout ça et construire notre budget pour la commune. Depuis le début du mandat, entre guillemets, nous n'avons pas augmenté les impôts, baissé l'endettement et nous construisons les budgets de façon très précise pour éviter de continuer et de gérer la commune au mieux. Éric Berlivet, vous avez soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Est-ce que vous êtes déçu par la politique menée du gouvernement, du président de la République? Alors, effectivement, c'est le candidat qui proposait quelque chose de différent par rapport à ce qui était présenté et proposé. Alors, du fait d'être déçu, non, je ne suis pas déçu parce que, quoi qu'il en soit, je ne m'attendais à rien. Donc, quoi qu'il en soit, je ne suis pas déçu. Néanmoins, voilà, on sait très bien que les décisions nationales impactent toujours le local et on en a la preuve aujourd'hui, une fois de plus, avec les contraintes du quotidien. Et je pense qu'il faudrait quand même prendre plutôt une source d'inspiration de la base plutôt que de prendre des sources d'inspiration de certains dirigeants nationaux ou certains hauts fonctionnaires qui donnent des idées qui ne sont pas forcément en phase et en adéquation avec la réalité du terrain. Éric Berlivet, merci. Le bon carburant sera distribué à partir de quand? Très vite? À partir du 1er janvier. Merci beaucoup en direct en duplex de Roche-la-Molière d'avoir répondu à nos questions. Éric Berlivet, dans un instant, dans le Club de la Presse, on rejoindra Yves Faure, grâce à qui ce duplex a pu être réalisé, qui est le PDG de Télévision Loire 7. Merci. Une autre alternative maintenant, une autre alternative au coût du carburant. Si vous rouliez au bioéthanol, un petit boîtier et le tour est joué. Le bioéthanol se présente comme une alternative à l'essence et au gasoil. Pour l'heure, ce n'est que 12% des stations qui la distribuent en France. Comment ça marche? Les explications avec Via Occitanie.
Voilà. Ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. La Loris hybride est équipée, elle est maintenant pour rouler au 85 sans problème. Un petit boîtier et le tour est joué. Aujourd'hui, rouler au E85 ou bioéthanol et payer son litre à la pompe moitié moins cher, c'est aussi simple que cela. Sur une Oris, comme vous avez derrière moi, l'installation se fait entre 1 heure et 1 heure et demie. Comprenant le contrôle du véhicule avant l'installation du boîtier, le paramétrage du boîtier et le plein du carburant pour le client si nécessaire. Depuis janvier et l'homologation des boîtiers, la demande a explosé. Alors qu'il y a un an, Laurent Ameriot, garagiste à l'eau de l'Ardoise, installait 5 à 6 boîtiers par mois. Il en installe aujourd'hui plus de 25, soit presque un par jour. Une demande accrue qu'on retrouve forcément chez les distributeurs de ce carburant. Sur les derniers mois, on a augmenté de 40% le volume du bioéthanol et on a objectif sur les 5 prochaines années de doubler chaque année le volume du bioéthanol. 21 € là pour 30 litres. J'aurais mis du gasoil, j'aurais pour plus du double, pour plus de 40 €. Donc c'est tout bénef. Dans cette filière, beaucoup plus respectueuse de l'environnement, point de supertanker qui sillonnent les océans, il s'agit ici d'agriculture française. C'est un produit qui est fait avec des produits de pommes de terre, des betteraves, qui est fait essentiellement avec des produits français, avec des agriculteurs français. Intermarché a mis un partenariat en place pour ne pas utiliser les terres agricoles alimentaires aujourd'hui et augmenter les revenus des agriculteurs grâce à ce produit. L'installation d'un boîtier coûte en moyenne 800 € selon les modèles. Même s'il faut s'attendre à une consommation supérieure de 20 à 30%, l'investissement est généralement rentabilisé dès la première année. À présent, le bioéthanol se présente vraiment comme une alternative à l'essence et au gasoil. Pour l'heure, 12% des stations le distribuent en France. Voilà, on passe à la une des titres de la presse quotidienne régionale et de certains titres internet aussi numériques de la presse quotidienne régionale. A tout de suite. À la une de La Voix du Nord, Saveria, c'est pour ce matin. Je n'ai pas réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. C'est l'aveu d'échec d'Emmanuel Macron depuis le Charles de Gaulle hier soir, l'exécutif qui cherche par tous les moyens à déminer la colère des Français. Le matin, c'est Édouard Philippe qui a annoncé toute une série de mesures destinées à soulager les automobilistes. Mais le président confirme aussi vouloir garder le cap de sa politique face à la contestation des Gilets jaunes. 5 mesures ont été annoncées, 5 mesures pour un coût total de 500 millions d'euros. Pas sûr que ça suffise à désamorcer la colère des manifestants à 2 jours de la grande mobilisation. Une colère peut en chasser une autre colère à la une de la Provence, ce sont celles des Marseillais. Une colère noire, celle des Marseillais, après une nouvelle marche hier pour protester contre l'habitat indigne. Des milliers d'habitants en colère ont défilé mercredi jusqu'à l'hôtel de ville où la tension est montée entre manifestants et forces de l'ordre à l'issue de cette marche de la colère. Les manifestants ont directement visé le maire Jean-Claude Gaudin sous les fenêtres de son bureau sur le Vieux-Port. Au cri de Gaudin, assassin, Gaudin démission, Gaudin en prison. 8000 personnes ont défilé selon la préfecture de police, parmi eux Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. Voilà un phénomène méconnu à la une de Presse Océan, un des quotidiens du groupe Ouest France. Les entreprises face aux addictions en Loire-Atlantique, les entreprises sont régulièrement confrontées aux conduites addictives de leurs salariés. 67% des actifs disent être consommateurs de produits licites ou non. Comment y faire face? Quelle est la conduite à tenir? Reportage à lire dans Presse Océan aujourd'hui. Voilà, et puis les cours d'école à la une de Libération, Champagne par contre. Les cours d'école, la société avant et la société évolue, les inégalités hommes-femmes diminuent et pourtant, les garçons au milieu, les filles reléguées sur le côté. Une étude de l'UNICEF pointe les disparités qui se maintiennent dans la cour de récré. Certaines écoles, justement, veulent changer les choses. Elles ont pris des mesures pour inciter les enfants à se mélanger. Voilà, on peut également retrouver cet article sur le site internet de Libération, Champagne. On termine avec l'Union, et là vous allez tous écouter, car c'est le retour du libertinage. Les libertins lèvent le voile. Le salon de l'érotisme s'ouvre ce week-end à Reims. Rencontre avec des adeptes de cette pratique pour qui le libertinage est un véritable art de vivre. Aujourd'hui, l'érotisme se vit en mode décomplexé, comme le racontent dans ce quotidien plusieurs couples ce matin. Le libertinage est de plus en plus à la mode.
Mais le nombre de personnes le pratiquant n'a en revanche pas tellement augmenté. Voilà. Il n'y a pas de reportage, il n'y a pas d'image? Pas de reportage, pas d'image et pas de commentaires. Vous me décevez beaucoup, mais on vous retrouve quand même en troisième partie de cette émission. Merci Saveria. On passe au club de la presse dans un instant. Thierry Dupont et Yves Faure, le PDG de TL7 Télévision Loire 7, qui est avec nous en duplex et en direct. À tout de suite. Alors Thierry Dupont, on va parler libertinage. Bonjour non, Cyril. Je sais que non. Je sais que non. Alors, dans l'Express, des papiers, à répétition d'ailleurs, et sur le site internet, sur évidemment ce qui se passe aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Et alors, un titre m'a interpellé sur le site internet de l'Express. C'est sous la plume de Corinne Laïc. Ce papier sur Macron devrait aimer les gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que c'était un papier qui pointe les différents paradoxes de cette crise des gilets jaunes. Tout d'abord, il y a le paradoxe du « en même temps », qui est cher à Emmanuel Macron. En même temps, il veut favoriser la transition écologique et en même temps, il doit gérer la sensibilité au thème du pouvoir d'achat. Et c'est difficile parce qu'il a du mal à faire les deux en même temps. Ce gouvernement, Emmanuel Macron, n'a pas dit qu'il n'a pas été élu sur la thématique du pouvoir d'achat, mais plutôt sur la valorisation du travail. Et en même temps, aujourd'hui, il est obligé de faire des concessions avec des mesures pour garantir le pouvoir d'achat. Donc voilà un des premiers paradoxes de cette crise. Un autre paradoxe qui est aussi pointé dans cet article, c'est que Emmanuel Macron voulait s'appuyer sur la France qui travaille. C'est aujourd'hui celle qui se rebelle. C'est ceux qui sont obligés, majoritairement en province, de prendre leur véhicule dans leur vie quotidienne et notamment dans leur déplacement entre le domicile et le travail, qui aujourd'hui, qui après-demain seront les plus mobilisés contre la hausse des carburants. Et puis un dernier paradoxe, c'est que Emmanuel Macron voulait enjamber les corps intermédiaires, les partis, les syndicats, les associations. Et bien aujourd'hui, il se retrouve face à une mobilisation qui elle-même n'est pas issue de ces corps intermédiaires, qui est une mobilisation un peu spontanée, sans véritable chef, sans véritable organisation, et qui pourtant s'annonce comme l'une des plus fortes mobilisations contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors moi j'ai une question d'ailleurs, autre paradoxe. Cette politique, au fond, sur le papier, elle donne des résultats, puisque si on en croit les ordinateurs de l'INSEE, le pouvoir d'achat des ménages devrait augmenter d'1,3% en 2018. C'est imperceptible, et ça va le rester, ça, ou pas? D'abord, c'est surtout une moyenne. Et comme toutes les moyennes, elle cache de grandes disparités. Et puis, vous avez quand même... Le carburant, quand vous utilisez votre véhicule tous les jours, c'est vraiment quelque chose le coût du carburant, c'est quelque chose de très prégnant, quelque chose auquel vous êtes très sensible, très attaché. Et donc, voilà, ça c'est un facteur qui fait que les gens ont l'impression que peut-être que le gouvernement a beau dire, regardez vos fiches de paie, regardez vos fiches d'impôt, ça va baisser, les efforts vont porter leurs fruits. En attendant, les gens voient le prix à la pompe qui augmente et donc pour l'instant, il y a de la satisfaction, il y a de la patience. Le président de la République l'a répété hier soir sur TF1. D'ailleurs, on reviendra en deuxième partie et avec vous sur ce qu'a dit Emmanuel Macron à bord du Charles de Gaulle. Dans la deuxième partie, après l'interview politique de l'invité Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui sera en direct sur ce plateau. Un petit mot sur ce qui va se passer dans les territoires, en province, le 17 novembre. À quoi s'exposent les Gilets jaunes? Alors... On sent bien que le gouvernement est tenté Alors, vous avez Christophe Castaner qui avant-hier a dit attention, alors, il était plutôt dans le rôle du gendarme. Du ministre de l'Intérieur. Du ministre de l'Intérieur. Emmanuel Macron hier soir plutôt dans le conforteur en chef. Oui. Personne n'a intérêt à ce que ça dégénère. Le gouvernement n'a pas intérêt à ce que ça dégénère. Les partis qui ont appelé ou qui soutiennent, assez vague, selon les partis, selon les hommes politiques. Soutiennent. Alors, vous voyez par exemple que les Républicains disent on soutient, on n'appelle pas à manifester, mais on soutient, mais surtout ne bloquez pas. Mais les élus dans les territoires, quelle peut être leur attitude au fond? Je pense que les élus, je pense qu'une partie va soutenir. Parce qu'ils sont au plus près de leurs administrés, et eux ressentent vraiment la colère sur le terrain. Maintenant, personne n'a envie que ça dégénère. Alors, il y a un point quand même important, c'est que de nombreux rassemblements prévus n'ont même pas été déclarés en préfecture. Ouais. Donc là, on s'expose effectivement à être dans une zone grise.
Là, c'est risque de sanction le risque de toute façon. Oui, c'est le risque de sanction, le risque de confiscation des véhicules qui bloquerait la circulation. Je pense que ce sera moins... Vous avez vu les pénalités possibles? 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour les organisateurs. Oui, je ne suis pas sûr qu'on aille jusqu'à ces extrémités. Par contre, il risque d'y avoir... on se rappelle par exemple des premières... il y avait de la tension lorsqu'on voit à l'image là, les premières évacuations à Albert la semaine dernière, lorsque des Gilets jaunes avaient voulu interpeller Emmanuel Macron lors de son itinérance mémorielle. Il y avait eu l'intervention des forces de l'ordre, ça s'était bien passé. Et imaginons qu'après-demain, il y ait énormément de monde, on n'est pas sûr que ça se passe aussi bien. Donc il faudra vraiment faire attention à ce que chacun garde son calme. Un 17 novembre, à quoi s'exposent les Gilets jaunes? C'est un papier dans l'Express qu'on retrouve sur le site numérique, bien sûr, Thierry Dupont. Il y a quand même une chose intéressante que j'ai appris dans ce papier, c'est qu'un syndicat de police appelle à la grève des PV. C'est pas la plus mauvaise nouvelle, c'est ça? Merci Thierry Dupont. On va partir maintenant du côté de TL7, c'est Télévision Loire 7, puisqu'on accueille sur ce plateau, mais en duplex et en direct, son PDG, Yves Faure. Bonjour Yves Faure, grâce à vous tout à l'heure, on a pu avoir le maire de cette commune donc, qui a décidé d'offrir un chèque de 50 € à ses habitants. Et aujourd'hui, on va parler avec vous sur ce plateau de TL7, cette chaîne Télévision Loire 7, dont vous êtes le président et qui a, je crois, 25 ans d'existence. Vous êtes presque un pionnier de la télévision locale. Oui, j'ai cru que vous alliez dire que j'étais un petit peu âgé. 25 ans, ça reste quand même un jeune, mais effectivement, nous sommes dans les premiers en télévision locale. Il y a nos amis de TLM à Lyon qui étaient avant nous, mais 25 ans, c'est l'âge de raison et c'est l'âge des folies aussi. TL7 est une chaîne qui avance au cours des années. Roche-la-Meulière, c'est voilà, l'exemple type d'une initiative dans les territoires que TL7 contribue à faire connaître, par exemple sur le plan national, comme c'est le cas ce matin dans cette émission. Bien sûr, Cyril, nous sommes avant tout un lien social entre les gens. Ici, nous sommes dans une ville, on va dire, de grandeur moyenne, 400 000 habitants, la métropole. Et donc, les gens sont très attachés à leur chaîne locale. Nous avons 82% de notoriété. Et bien entendu, nous sommes avant tout la chaîne des habitants de la Loire, la chaîne des Ligériens, parce que les gens peuvent se retrouver dans ce que nous faisons au quotidien et tous les jours. Et donc, effectivement, l'actualité telle que vous l'avez décrite tout à l'heure avec le maire de Roche-la-Meulière fait partie de notre travail au quotidien. Voilà. Alors, vous êtes basé à Saint-Étienne. Ce lien social, vous venez d'en parler. Ce qui m'intéresse, c'est que vous êtes un lien également mémoriel, j'allais dire, puisque je crois que vous possédez 70 000 fichiers vidéo. Vous êtes la plus formidable banque d'archives de la Loire, non ? Oui, en quelque sorte, 70 000 fichiers. Et encore, nous n'avons pas numérisé nos tout premiers fichiers lors de la naissance de la chaîne en 1994. Mais c'est effectivement un très grand patrimoine. Et je pense qu'on en verra effectivement toute la valeur encore dans quelques années. Mais 70 000 fichiers, c'est effectivement un grand nombre d'images sur le département de la Loire. Voilà. C'est 70 personnes aussi qui ont contribué à faire l'ensemble de ces images. Yves Faure, vous êtes présent sur beaucoup de thèmes, l'économie, le social, la politique, la culture, la gastronomie et le sport. Vous retransmettez des matchs, du sport sur votre chaîne en direct localement. Oui, on a la chance d'être en partenariat avec un club que tout le monde connaît, l'ASS, les Verts, Allez les Verts. Et comme nous nous entendons très très bien avec nos partenaires, nous avons eu l'autorisation de diffuser les matchs de Ligue 1 les lundis soirs. Donc c'est le grand rendez-vous de TL7 le lundi soir à 21 h. Mais comme vous le savez, toutes les chaînes locales sont très en lien avec le sport sur leur territoire. Et nous également sur TL7. Puis ce qui nous caractérise, c'est un peu d'inventivité, de créativité. Nous avons une équipe très jeune, une moyenne d'âge de 30 ans, des gens qui sont enthousiastes, qui ont envie de travailler, de montrer ce qu'ils font.
Et c'est la raison pour laquelle cette chaîne connaît une telle notoriété. Allez vers Saint-Étienne, vous saluez pour nous Dominique Rocheteau, s'il vous plaît, pour ceux qui le connaissent. Oui. C'est le cas de Thierry Dupont, il est comme moi. Vous êtes aussi une des chaînes qui a été la première à commercialiser Facebook. Expliquez-nous ça, parce que on voit plutôt Facebook, les GAFA, on va en parler avec le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi au numérique, qui sera notre invité, on les voit plutôt comme des adversaires. Et vous coopérez avec eux sans risque pour vous ? Oui, on est très digital à TL7. Si vous voulez, on n'est pas tout à fait comme les chaînes locales. Le spot publicitaire habituel fonctionne plus ou moins bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse faire des publi-reportages, des petits reportages, où en fait les gens se disent « Ah oui, d'accord, c'est très intéressant ce qu'il fait ». En fait, on donne de la notoriété à notre client et en même temps, on informe notre téléspectateur. Et sur Facebook, on s'est rendu compte que les formats bruts que vous connaissez, ces formats écrits en même temps, pour qu'on ne soit pas obligé de mettre le son pour entendre les interviews, ça, on l'a mis en place très rapidement. Et notre service commercial s'est rendu compte que finalement, ça fonctionnait très bien. Donc, à la fois sur notre antenne, à la fois sur Facebook, sur tous les réseaux. Mais effectivement, pour utiliser les réseaux, il faut aussi qu'ils soient rentables. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup Yves Faure, vous êtes le PDG de TL7 Télévision Loire 7 qui est devenu partenaire de notre émission récemment. Merci d'avoir été avec nous ce matin et vous remerciez également Éric Berlivet, le maire de Roche-la-Molière que nous avons reçu dans la première partie du JT des territoires. À très vite Yves Faure, à très vite TL7. Tout de suite c'est la météo des territoires sur le canal 13 de la TNT. C'est la seule météo avec aussi les territoires français d'outre-mer. C'est l'Amérique, l'océan Indien, le Pacifique et le Caraïbe. Et puis ensuite, c'est l'invité politique de 8h, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique. A tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant l'invité politique de 8h, Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, qui est sur ce plateau, qui arrive dans un instant. On regarde le Zap Monde, ce que vous devez savoir de l'actualité du monde, ce qui s'est passé cette nuit, avec pour commencer Michel Barnier, qui présente à la Commission européenne le projet d'accord sur le Brexit. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Voilà ce projet d'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le voici enfin, ce projet d'accord, après 17 mois de négociations intensives. 585 pages qui déterminent la façon dont le Royaume-Uni va se retirer de l'Union européenne. 185 articles et différents protocoles pour régler les nombreux problèmes résultant du divorce. I firmly believe that the draft withdrawal agreement was the best that could be negotiated. Dans le paysage politique israélien, Avigdor Lieberman, c'est un poids lourd du gouvernement, c'est quasiment le numéro 2. Après Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, c'est une personnalité de premier plan, c'est un jusqu'au boutiste. Avigdor Lieberman reproche à Benjamin Netanyahou de ne pas être allé assez loin à Gaza, d'avoir accepté cette trêve. Il démissionne du gouvernement, ce qui pourrait probablement
entraîner bientôt de nouvelles élections. Il est persona non grata à la Maison-Blanche, mais entend bien y revenir. Et c'est au tribunal de Washington que Jim Acosta, journaliste vedette de CNN, va régler son contentieux avec le président américain. En cause, le retrait de son accréditation après un échange houleux avec Donald Trump. Il l'avait interrogé sur la caravane des migrants. Honnêtement, je pense que vous devriez me laisser m'occuper du pays et vous vous occupez de CNN. Et si vous faisiez mieux... Est-ce que je peux vous poser une question? Ça suffit, ça suffit. La Maison-Blanche avance un comportement déplacé de Jim Acosta envers la stagiaire qui tente de récupérer le micro. Des paysages dévastés, des scènes apocalyptiques dans ces quartiers très huppés des environs de Los Angeles. Mais chez les plus riches des riches, certains ont mieux résisté que d'autres. Kim Kardashian et Kanye West, par exemple. Selon ce site People, le couple a embauché des pompiers privés pour veiller sur leur domaine de 60 millions de dollars. Une société comme celle-ci, Clapstone, le marché est en pleine expansion. Il y aurait plus de 150 firmes comme ça aux États-Unis, employant plus de 10 000 personnes. Et le plus souvent, ces pompiers privés travaillent pour des compagnies d'assurance comme AIG. Mais ce service est en général réservé aux clients qui dépensent plus de 10 000 $ par an pour leur assurance incendie.